Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui paraît un peu putaclic, mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Je vais vraiment vous donner un maximum d'arguments justement par rapport à ce que je pense sur l'état du coaching poker actuel. Je pense qu'effectivement, il y a énormément de coachs qui sont pas du tout assez formés pour faire du coaching poker. Et donc, je vais vous parler de ça. Et quand je dis pas assez formé, je ne vous parle pas en tant que qualité de joueur. Il y a des joueurs qui sont très très compétents, qui font du coaching, mais qui manquent de formation sur d'autres aspects du coaching. L'aspect du coaching, pour moi, il n'est pas que technique. Et donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Le but, c'est pas de faire un drama. C'est que je vais effectivement donner des anecdotes. Je vais vous parler, il y a peut-être dans ce que je vais dire, ça va peut-être vous faire penser à certains coachs, etc. Des fois, il n'y a pas non plus de fumée sans feu, donc c'est qu'il y aura des raisons à ce que ça vous fasse penser à ces coachs peut-être, ou ça sera peut-être complètement une coïncidence, parce que peut-être que je ne connais même pas du tout ce coach. Mais le but, c'est pas que je pointe du doigt un tel ou un tel, et c'est pas la peine non plus de mettre dans le commentaire si c'est lui, si c'est pas lui. Je répondrai pas vraiment à ces questions-là. Par contre, je suis vraiment très curieux de voir justement à quel point on peut être en accord ensemble sur un petit peu vos opinions et sur l'état du coaching actuel. Donc voir comment vous voyez les choses, si effectivement votre vision s'oppose à la mienne ou si vous retrouvez justement des points communs par rapport à ce que je dis. Donc si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou non. Et ça vraiment ça m'intéresse beaucoup parce que effectivement le but de cette vidéo c'est pour niveler un petit peu justement le coaching vers le haut. Et je pense qu'on est vraiment dans une phase descendante. Il y a tout le monde qui s'improvise un peu coach, c'est vraiment du n'importe quoi. Sinon, j'ai personnellement mis au point un coaching. Et justement, la première anecdote que je vais vous donner par rapport à ça, c'est pourquoi je fais cette vidéo. C'est tout simplement le fait que j'ai vu un post dans un groupe Facebook où il y a un jeune joueur qui était gagnant, mais qui n'était pas gagnant depuis très longtemps, d'après les dires de certains. En tout cas, je ne le connais pas, je vous dis sincèrement. Mais a priori, ça fait une grosse année qu'il commence vraiment à gagner un peu d'argent, tout ça. Et du coup, il demandait 50 € de l'heure. Ce qui commence déjà à être des prix qui commencent à être importants pour le coaching. Donc, ici, il y a tout de suite un coach qui a une certaine renommée déjà, qui coach depuis plus de 10 ans, qui est intervenu, qui a dit que vraiment maintenant le coaching ça devenait n'importe quoi parce que tout le monde faisait un peu du coaching. Dès qu'on était un peu gagnant, on commençait à proposer nos services du coaching et en plus à 50 balles de l'heure, à son sens à lui, il faudrait avoir un peu plus déjà de bagages pour pouvoir le faire. À son sens, il faudrait être passé justement par des gros bad runs, être broke par exemple, avoir fait des millions de mains et des millions de mains, de vraiment avoir une grosse expérience. Et puis voilà, ce côté où on voit un petit peu les coups, comment ils se passent, etc. Tout ça, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, honnêtement. Je pense qu'il faut avoir quand même un certain bagage technique, il faut avoir de l'expérience. Et je pense surtout, même avant ça, je pense que quand on commence à être gagnant, vraiment gagnant au poker, il faut continuer à jouer pour justement corriger nos propres erreurs, les automatismes, etc. Et je pense que ce n'est pas la bonne phase pour commencer à faire du coaching. On ne commence pas à faire du coaching, on a besoin justement de consolider notre niveau et de continuer en fait à grimper. Surtout en début de carrière. Moi, là, vous me demandiez, si vous me demanderiez si j'aurais fait ça dans mes premières années, non, j'avais tout le temps envie de jouer, je gagnais pas mal d'argent. Moi, il fallait que je monte en fait les limites et c'était vraiment le but. Et quand on est à ce stade-là, je pense qu'il faut faire ça. Donc ça, déjà, c'est une petite parenthèse par rapport à ça. Mais par contre, ça m'a soulevé quand même l'idée, parce que quand je prenais un petit peu en tête ce coach, moi, pour être sincère avec vous, j'ai pas mal justement de joueurs qui sont dans ma clientèle aujourd'hui, qui sont passés par ce coach, et justement qui pointaient un peu du doigt le manque de professionnalisme. Et si je me permets aussi de vous dire ça, et pas non plus de dire que les choses qu'on m'a ramenées, je dois aussi en fait dire quand même comme précision que quand je suis arrivé en France en 2018-2019, la première chose, je savais que j'allais revenir dans le coaching, justement, j'allais venir dans le coaching. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris du coaching avec certains coachs en fait qui avaient déjà une certaine renommée pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient et où était le niveau justement d'accompagnement. Et donc j'étais allé en fait justement à une session en groupe qu'il avait fait de ce coaching et effectivement ce qui m'est revenu en tout cas comme commentaire, c'est déjà quelque chose que moi j'avais vu personnellement en faisant ce coaching. C'est pas gentil ça. Donc c'est pas quelque chose que du l'a dit l'a fait comme on dit à la Réunion où on est un petit peu sur ce que disent les gens. J'avais été aussi vérifié et effectivement j'avais vu que c'était vraiment pas du tout structuré comme approche de coaching. Et donc c'est ce que je t'avais rétorqué justement dans le message,
que j'étais totalement d'accord avec lui. Mais moi, ce qui me choquait, c'est qu'effectivement, qu'il y avait après 10 ans des gens en fait qui continuent à faire du coaching, qui parlaient de coaching professionnel, mais qui n'avaient en fait vraiment pas de démarche professionnelle, qui n'avaient pas de documents à donner en fait la majeure partie du temps à leurs élèves pour qu'ils puissent faire des révisions, pour qu'ils puissent avoir une trace écrite un petit peu de tous les concepts. Parce que quand vous faites 1 heure de coaching avec un coach, le gros souci majeur, c'est que vous oubliez plein de choses. Si vous ne faites pas de prise de notes, et puis c'est super chiant aussi là, de prendre des notes quand il y a quelqu'un, quand le coach il vous parle en même temps, c'est très difficile aussi. Donc moi, c'est vrai qu'en général, les gens ne prennent pas de notes parce que souvent, ils ont tous les documents nécessaires quand je leur explique quelque chose. Même si je n'ai pas décidé d'expliquer ça, je sais que dans mes documents, je vais partir sur un truc, ou si je ne l'ai pas, je vais le créer. Je vais le créer en fait justement pour qu'il ait quelque chose. Donc c'est aussi ça, vraiment, à mon sens, être un coach professionnel, c'est avoir aussi des supports sur lesquels les personnes peuvent s'appuyer. Et c'est quelque chose qui est important parce que pour moi, c'est vraiment un des défauts majeurs de beaucoup de coachs. C'est tout simplement qu'ils n'ont aucune maîtrise des systèmes d'apprentissage, comment le cerveau apprend, comment la mémoire fonctionne. Et donc à partir de là, effectivement, au niveau de toute la mémorisation, ils ne sont pas au fait justement de comment aider leur coaché pour justement garder un peu plus en mémoire justement tous les éléments qu'ils vont avoir à leur partager. Et c'est quand même assez problématique à mon sens. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, de manière générale, c'est ce que je vous mets justement dans le titre, je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'improvisation au niveau du coaching. Alors pas d'improvisation où je parle justement du côté technique, d'accord ? Il y a pas mal de coachs qui font pas mal de choses justement, qui font de la documentation, qui font des PDF, qui font des choses de manière très sérieuse justement dans l'apprentissage de la technique pure. Et ça vraiment, c'est très bien que justement il y ait de plus en plus de coachs maintenant qui commencent aussi un peu à le faire. Mais le souci majeur à mon sens, c'est tout ce qui est lié à l'accompagnement. Ce que je vous disais justement en introduction, c'est le côté humain. Je pense que le poker se déshumanise. On cherche toujours un petit peu à trouver des micros-EV dans tel ou tel, d'essayer de réfléchir comme un robot, etc. Mais en fait, on n'a pas vraiment la capacité, on reste humain. Et avant ça, il y a le côté, j'ai envie de dire, naturel de l'homme. C'est-à-dire qu'avant même d'être des êtres où on va être vraiment cognitif, où on va être réfléchi, on va mettre un petit peu notre connaissance justement en place, on est avant tout des êtres qui sont biologiques. Donc il y a toutes les réactions biologiques, émotionnelles qui vont venir perturber tout ça, qui vont créer des interférences sur la qualité de nos connaissances, sur l'application de nos connaissances. Et vous allez voir en fait qu'il y a vraiment un point, et je pense que tu peux certainement te retrouver là-dedans, c'est par exemple toutes les fois où tu savais qu'il fallait coller une mise, donc tu savais que le mec, il y avait une potentielle bluff, que tu avais la capacité de gagner parce que ta compréhension du coup, ta compréhension technique te faisait penser ça, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas réussi à le faire. C'est où ce bluff que tu voulais placer à ce moment, parce que tu sais que c'est le bon bluff, que tu vas le faire passer en fait très souvent, mais tu n'as pas eu en fait les coronesses non plus de le faire. Tu vois, c'est vraiment ça le problème. C'est qu'à un moment donné, tu peux avoir toutes les techniques du monde, vraiment tu peux avoir toute la technique du monde, toutes les connaissances du monde possibles. Si à un moment donné, ton système nerveux ne se sent pas suffisamment en sécurité pour mettre en application cette technique, tu ne vas jamais faire les moves que tu as appris à faire. Et c'est ça le gros souci, c'est qu'on est humain et que vous avez un système nerveux qui va se placer en plein milieu entre votre connaissance théorique et la mise en application. Tant que vous ne savez pas réguler votre système nerveux, tant que vous ne comprenez pas les mécanismes, qu'est-ce qu'il se passe en vous, qu'est-ce qui fait que vous avez des peurs sous-jacentes qui sont problématiques, vous ne serez jamais capable de mettre cette technique en application correctement. Et donc, c'est un peu, vous voyez, c'est souvent ça, c'est-à-dire que ce que je reproche beaucoup en fait à beaucoup de coachs, c'est de faire beaucoup de review de main, la review de main. Le gros souci, quand on est vraiment que sur cet aspect de travail, il y a un gros problème majeur. C'est que vous ne travaillez que sur ce qu'on appelle les symptômes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va corriger des erreurs dans un coup. Par exemple, là, à ta place, j'aurais misé, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Là, j'aurais bluffé. Le souci, c'est que ces coachs-là manquent de compréhension de l'humain. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas formés en fait à tout ce qui est les mécanismes humains. Et donc, à partir de là, ils ne comprennent pas que eux le feraient parce qu'ils ont un système nerveux qui est adapté à pouvoir le faire. Il y a un constat que j'ai fait, vraiment, et que je regarde un petit peu dans tous les joueurs pros que je connais, et les bons joueurs, ceux qui gagnent beaucoup, c'est que la plupart d'entre nous, je m'inclus dedans, c'est que la plupart d'entre nous,
on a en fait un système nerveux qui est plus orienté vers le combat. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la fuite, on est plutôt sur la domination, on va mettre de la pression, on va être agressif. Mais tout ça est déjà un peu... Alors pour certains, ils ont appris à le faire, mais par exemple pour moi, j'ai été un petit peu élevé comme ça. C'est-à-dire que voilà, j'étais élevé un petit peu dans le combat, dans le fait de ne pas avoir peur, donc avec un père qui m'a toujours un petit peu voilà, poussé à savoir me défendre, etc. Donc c'est vrai que tout de suite, le conflit, vous voyez, ça n'a jamais été un problème pour moi. Et la réalité, c'est que le poker est un jeu de conflit. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans le conflit, il ne faut pas avoir peur de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser marcher dessus, au contraire même mettre la pression sur les joueurs. Et le souci, c'est qu'il y a des gens qui sont en fait aux antipodes de tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas du tout les conflits, qui ont peur des conflits, qui ont peur un petit peu de se défendre, vous voyez, dans la vie de tous les jours, je pense. Et du coup, ça pose des problèmes au poker. Parce que je pense aussi beaucoup que l'on joue au poker un petit peu comme on est dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est vraiment déjà, vous voyez, un premier paramètre, c'est que notre système nerveux, déjà, comment il est un petit peu programmé depuis notre enfance, va faire beaucoup. Et vraiment, en ayant parlé avec beaucoup de joueurs pros qui sont un peu dans ce contexte-là, c'est quasiment que des profils comme moi, en fait, justement, qui ont un petit peu ce système nerveux qui est plus vers le combat, qui ont été réussis beaucoup plus naturellement justement dans le poker professionnel parce que voilà, paramétré comme ça, c'est une grande force, même si à côté, je vous l'ai dit, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis aussi un gros fiche mental, enfin j'ai été un gros fiche mental pendant 10-12 ans, d'accord, où vraiment j'avais beaucoup de faiblesse mentale sur beaucoup d'autres aspects. Mais en tout cas, ce côté justement du système nerveux qui était combatif, qui était vraiment mené vers la guerre, lui par contre m'a permis de compenser énormément de choses. Et le problème c'est que quand vous ne l'avez pas, vous partez déjà un peu quelque part avec une balle dans le pied. Ça ne veut pas dire que c'est figé pour autant, c'est quelque chose qui se travaille bien sûr, on va travailler sur ces mécanismes-là. Après, quand on connaît un peu les mécanismes, mais c'est important de devoir travailler là-dessus, parce que comme je vous le disais, si vous ne travaillez pas dessus, vous pouvez focaliser toute votre vie sur la technique. Vous pouvez le faire toute votre vie. À un moment donné, ça ne passera pas parce que votre système nerveux ne se sentira pas suffisamment en sécurité pour pouvoir mettre en application. Et ça, c'est vraiment le premier constat et c'est pour ça que regardez dans vos résultats, dans les coachings que vous avez pris, dans un petit peu les connaissances, les vidéos YouTube, peu importe ce que vous avez fait, aujourd'hui vous n'avez pas les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé que sur la technique et du coup, vous voyez, il y a un petit peu toutes les excuses qui sortent dans un coup qui font que vous n'arrivez pas à la mettre vraiment en pratique. Et à chaque fois, vous vous dites, là, souvent il a mieux. Vous voyez, on va créer des dissonances cognitives aussi parce que la dissonance cognitive, c'est tout simplement un écart un petit peu entre une croyance et un comportement. Ou deux comportements, ou deux croyances, d'accord? Et donc, plus il y a un écart entre ces deux comportements, là, en l'occasion, c'est une croyance. La croyance, en fait, que à tel moment d'un coup, par exemple, vous savez que la technique qu'il faut mettre en place, c'est ça. Sauf que le comportement, vous n'êtes pas capable de le mettre en place. Et du coup, là, ça crée une dissonance cognitive. C'est un inconfort que votre cerveau va créer parce que forcément, vous êtes un petit peu en opposition au niveau du sens que vous allez donner à votre comportement par rapport à vos croyances initiales, ou en tout cas vos compétences, enfin vos connaissances. Ça peut être aussi des connaissances que vous avez et du coup que vous ne mettez pas en pratique. Et cet écart justement qu'il y a, ça crée une souffrance et du coup, il y a des moments, vous allez trouver justement les excuses dans le coup, vous allez trouver en fait que les paramètres qui vous ont poussé vers cette décision-là. Mais vous n'avez aucune certitude que c'était bon ou pas. Et la réalité, c'est que, à force de se répéter toujours des bonnes excuses, voilà, j'ai pas fait ci pour telle ou telle raison, là, c'est, à mon avis, il était toujours devant, etc. À force de faire ça, vous ne progressez pas. Parce que vous ne reconnectez pas, justement, vous ne vérifiez pas le scénario, si effectivement c'était le cas ou pas, et du coup il n'y a pas d'erreur, d'accord? Enfin en tout cas dans votre tête vous vous dites qu'il n'y a pas d'erreur à ça, et du coup ça vous soulage, mais vous ne progressez pas, vous êtes toujours un petit peu ce joueur qui fuit et qui ne met pas en pratique ses connaissances. Et donc quand vous faites ça, le problème c'est que vous consolidez les réseaux neuronaux qui vont sur ce chemin-là. C'est-à-dire que vous savez qu'au niveau du cerveau, on a ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire que votre cerveau se modifie vraiment de manière physique à l'intérieur de votre crâne. C'est-à-dire que chaque soir, à chaque fois que vous avez appris des choses, que vous avez fait des comportements, etc., il y a les neurones, tout ce qui est en fait les connexions synaptiques, etc., qui vont se consolider ou qui vont s'effacer selon un petit peu ce que vous mettez en pratique ou non.
Et donc à partir d'un moment, à force de répéter ces comportements, au final vous êtes très fort dans ces comportements. Donc vous êtes très fort pour fuir, vous êtes très fort pour vous trouver des excuses, et puis vous continuez un petit peu la boucle. Et donc là, à force de faire ça 1000 fois, vous commencez justement à le faire de plus en plus facilement. Et donc c'est un gros problème. Et j'ai envie de dire, pour rester un petit peu sur ce sujet de toute cette neuroplasticité, c'est aussi le problème que vous avez avec, par exemple, le GTO. D'accord, il y a un gros souci qu'on a par rapport à ça avec la plupart des coachings. Je parle à basse limite. Je ne suis pas en train de dire que le GTO ça sert à rien. Au contraire, j'ai envie de dire que pour ceux qui veulent vraiment atteindre le haut niveau, le GTO c'est à mon sens très important, voire quasi indispensable quand on veut vraiment être dans le très haut niveau. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que toi, tu es vraiment orienté vers le très haut niveau maintenant? Est-ce que tu en as vraiment besoin? C'est ça l'idée. C'est que déjà pour vraiment être gagnant au poker, il va falloir mettre un petit peu les fondamentaux en avant et pas que le GTO. Parce que le GTO, à un moment donné, à force de répéter un petit peu les spots, les choses, etc. Tiens, là je vais te mettre petit, à force sur tel ou tel board. Au final, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste créer en fait des automatismes de plus en plus récurrents. Et donc, encore une fois plus, vous allez répéter. Donc là, l'automatisme, à un moment donné, on sait comment ça se passe au niveau du cerveau. Quand vous commencez à être dans l'automatisme, vous ne réfléchissez plus à tous les autres paramètres. Et donc, vous êtes focalisé là-dessus et vous faites les choses un peu de manière automatique. Et là, je te mets juste une petite vidéo, je ne sais pas où là, pour que justement tu vois à quel point les automatismes peuvent être problématiques. Parce que tu vois ici, vraiment dans cette vidéo, le mec est tellement habitué à jouer au basket avec un vrai banc de basket, et à faire rebondir un petit peu son ballon, que même avec des boules de neige, il le fait aussi de manière automatique. Ça, c'est vraiment, vous voyez, la bêtise de l'automatisme. C'est vraiment, il y a des moments. Et combien de fois tu as fait des erreurs justement au poker par le biais de l'automatisme? C'est vraiment le gros souci. Plus vous allez répéter des automatismes, et donc là, quand vous cherchez le GTO, c'est un peu la facilité de faire, selon les spots, un petit peu d'automatisme, on va plus faire attention à l'adversaire que vous avez en face de vous. Et là, le problème, c'est que quand vous faites plus attention à l'adversaire que vous avez en face de vous, vous passez à côté d'une grosse opportunité de gain, d'accord? Ou de ne pas perdre plus de jetons que ça. C'est-à-dire qu'on le voit avec beaucoup de joueurs. Là, je vous mets en fait un autre passage vidéo où l'automatisme fait que ici, les joueurs, vous voyez, avec une paire de rois, la plupart vont coller dans ce spot-là tout le temps. Ils vont jamais folder. Là, vous allez voir en fait que moi, je vais folder directement parce que ici, je suis capable de voir effectivement que le profil en face, il a toujours les as, 100%. Je suis quasiment sûr de moi à 100% sur le spot et il n'y a pas de difficulté à folder ce spot-là. Tout ça parce que j'ai vraiment étudié le profil et que je m'adapte à la situation. Bien évidemment, si je suis dans l'automatisme, je suis beaucoup trop dans la range pour fold préflop les rois. C'est une bêtise de fold préflop les rois. Là, en l'occurrence, ici, j'ai pas de code pour set miner, j'ai rien. Donc en fait, ici, je vais pas les set miner les rois. Soit je suis loin devant, soit je suis loin derrière et je suis sûr que je suis loin derrière. Et donc, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on appelle la résistance cognitive. La résistance cognitive, c'est quoi? C'est justement notre capacité à, j'ai envie de dire, penser contre nous. Penser contre nous. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça la résistance cognitive. C'est-à-dire que c'est d'aller en fait à l'encontre de nos automatismes, avoir la capacité de penser selon le contexte, selon ce qui se passe. C'est vraiment une intelligence un petit peu, c'est de la méta-intelligence. Vous voyez, c'est le côté méta-intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'aspect technique qui compte, il y a aussi en fait le contexte, d'accord, le profiling, les métriques au poker qui vont en fait influer vraiment votre décision. C'est hyper important de le prendre en considération. Et donc, ce sont des équations multifactorielles. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime cette image, l'équation multifactorielle qu'on essaye de résoudre. Et donc, vraiment, votre travail, c'est quoi? C'est tout simplement de faire un travail de sélection, un travail d'arbitrage de votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau va vous donner tout un lot d'informations sur lequel il va mettre de l'importance ou il va mettre un focus. Et vous avez un rôle d'arbitrage par rapport à ça, tout simplement de choisir les informations que vous mettez sur le haut du panier. Et donc pour ça, effectivement, il faut essayer d'être le plus conscient possible des maximum de paramètres, en tout cas des paramètres qui nous font face au moment présent. Quand vous commencez à réfléchir sur le côté automatique et que vous faites un petit peu les choses automatiquement,
forcément votre qualité de réflexion, elle n'est pas aussi bonne que quand vous contextualisez. Ça, c'est vraiment ce travail qu'on a à faire sur la résistance cognitive, par exemple, c'est de travailler un petit peu contre soi et de savoir inhiber certaines zones neuronales qu'on a un petit peu de manière automatique et pouvoir justement activer d'autres qui vont faire ce qu'on appelle des gestes mentaux, tout simplement, qui vont activer des parties du cerveau qui vont vous aider justement à arriver à être beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus performant dans la qualité de vos décisions. Justement, à pouvoir naviguer un petit peu entre ce côté intuitif et ce côté du réseau analytique de votre cerveau. Et là, je vous propose justement, regardez ici, je vous mets un petit exercice pour vous faire comprendre justement un peu plus en profondeur ce système de résistance cognitive. Vous voyez en fait qu'il y a des mots ici. Ce que je vous propose, c'est simplement de lire les mots, de lire un petit peu voilà, les couleurs. Donc là, vous lisez les couleurs, vous le faites dans votre tête. Vous allez voir, donc vous allez lire très très rapidement les choses. Vous allez voir également que chaque mot est écrit d'une encre spécifique, d'une couleur d'encre spécifique. Là maintenant que vous avez fait ça, vous avez vu que vous avez donc été assez vite, vous allez prendre chaque mot et vous n'allez pas lire le mot, d'accord, mais vous allez donner en fait la couleur dont le mot est écrit. D'accord, donc là vous donnez le mot, la couleur dont le mot est écrit. Et là vous allez voir que vous commencez à avoir une résistance. Je vous laisse faire ça. Regardez un petit peu le temps que vous mettez. Je me tais un peu pour vous laisser vous concentrer. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une résistance qui s'installe ici. Tout simplement, cette résistance, c'est le problème entre l'automatisme et l'effort conscient. C'est-à-dire que la lecture d'un mot, c'est automatique chez vous. C'est-à-dire que quand vous voyez un mot, vous lisez les lettres et vous lisez ce qui est dit. D'accord ? C'est tellement automatique chez vous que votre cerveau, quand il voit un mot, le truc qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir lire le mot. Et là, l'exercice que je vous dis, c'est non, c'est ne lis pas le mot, donne-moi la couleur dont le mot est écrit. La couleur, ouais, j'espère que c'est à peu près français ce que je dis, parce que je perds mon français à force de pas trop parler français. Mais voilà, l'idée vraiment c'est ça. Vous voyez, c'est un petit peu, il y a un effort qui va se créer. Et donc la résistance cognitive, c'est quoi ? C'est exactement ça. C'est ce que vous êtes en train de faire quand vous essayez de lire la couleur, de donner en fait la couleur dont le mot est écrit. C'est-à-dire que vous devez en fait freiner votre esprit sur son envie de lire le mot. Et tout en essayant de se focaliser que sur la couleur et donc sortir à voix haute le mot, la couleur dont le mot est écrit. Et ça, vraiment, c'est ça la résistance cognitive. C'est de freiner un petit peu ce côté automatique pour mettre justement le côté conscient et que le côté conscient prenne vraiment toute la place. Et j'ai envie de dire que cet effort-là, vous voyez un petit peu la difficulté que vous avez. Au niveau GTO, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous commencez à comprendre le GTO, vous voyez, en fait, à travailler le GTO, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le GTO, déjà, tout ce qui est, si vous ne faites pas des node lock, etc., qui vont vous permettre de voir un petit peu ce que le solver dit par rapport à une range prédéfinie, il va vous donner en fait les résultats face à quelqu'un qui joue parfaitement le coup, d'accord, qui joue aussi GTO. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui joue un GTO parfait, ni quoi que ce soit, d'accord, même qui ne s'en approche. Et donc là, il y a vraiment un écart qui se crée, c'est-à-dire entre ce qui est théoriquement OK et la réalité dans laquelle vous êtes. Et plus vous jouez sur des basses limites, plus ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudra que vous ayez justement, vous voyez, dans votre automatisme, si vous en fait réfléchissez un petit peu comment le solver réfléchit, etc., que vous comprenez un petit peu les mécanismes et que vous les mettez en application sur des petites parties, vous allez juste vous planter parce que les ranges sont complètement différentes et effectivement les chiffres, en fait l'équation sera complètement différente tout simplement. Et donc à partir de là, si c'est pour à chaque fois travailler et faire l'adaptation, vous voyez, il y a le côté automatique, il va falloir réfréner pour s'adapter. Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, vous êtes aussi, quand les joueurs vraiment jouent beaucoup GTO, c'est qu'ils partent du principe que c'est le système un peu de facilité, facilité entre guillemets, parce que ça n'a rien de facile, mais facilité d'avoir une méthodologie qui me permet de faire un peu ce que je veux tout le temps et de ne pas faire attention vraiment à qui est en face. Et souvent, ces joueurs-là, en même temps, vont dire qu'ils vont être capables de dévier suffisamment par rapport à ça. Mais c'est pas vrai. Parce que ton cerveau, il est tellement habitué justement à jouer de cette manière-là, et puis que ta croyance, elle est tellement ancrée que c'est ce qui est le mieux pour jouer, qu'à un moment donné, tu ne vas pas toujours prendre la peine de réfléchir, ok, qui j'ai en face de moi et quelle est l'adaptation que je vais faire. Il y a très peu de joueurs en réalité qui sont capables de ça. Et on le voit même dans des fois des niveaux pro. Moi j'ai en fait vu des joueurs, je connais des joueurs aussi qui sont très axés GTO, qui sont bons aussi, qui ont leur style de jeu, qui jouent en fait complètement différent de moi, qui ont aussi des très bons résultats. C'est pas une question d'être meilleur ou moins bon, c'est juste en fait qu'ils ont aussi beaucoup bossé sur ces supports-là. Mais qui à un moment donné sur des spots où moi je me planterai jamais,
vont complètement passer à côté du fait que ici je suis trop haut dans ma range pour folder, un petit peu comme l'exemple que je vous donnais avec la paire de rois tout à l'heure, et qui vont jamais folder, alors que moi je vais folder. Et à l'inverse, il y a des spots en fait que moi peut-être je vais pas être bon dedans, que lui va être bon en fait à l'inverse de moi. Donc encore une fois de plus, c'est pas d'être meilleur ou moins bon, c'est juste que vous, par rapport à l'entraînement et ce que le travail sur le GTO demande comme effort, et puis c'est relou en même temps. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment pour ça aussi que je travaille un petit peu sur d'autres mécanismes et sur les autres mécanismes qui permettent de l'adaptation, parce que tous ces mécanismes d'adaptation, la réalité, c'est que vous allez pouvoir aussi les reporter dans votre vie de tous les jours. Vous allez en fait travailler aussi sur votre flexibilité cognitive. Vous voyez, de ne pas être vraiment que hop, comme ça. Parce que là, vous donnez un petit peu votre cerveau, souvent. En tout cas, comment les gens, parce qu'en réalité, on peut le travailler aussi différemment. Il y a des gens qui le travaillent bien, le GTO, qui travaillent vraiment que sur la base théorique et qui vont en fait justement pouvoir mieux dévier pour savoir justement à peu près sur quel point dévier et tout. Il y a des joueurs en fait qui utilisent bien le GTO. Je ne vous dis pas que c'est tout le monde, mais les joueurs sur des basses limites vont jamais bien utiliser le GTO. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en fait les fondements théoriques, ils n'ont pas en fait encore tous les fondamentaux, même techniques et tout, sur les calculs, sur tout ça, donc sur les combos, sur toutes les codes financières. Sur comment bien utiliser les mains, sur des fois en fait même les ranges, et qui vont commencer à attaquer directement le GTO parce qu'il y a un coach qui lui a dit que c'était bien. Et non, à un moment donné, ça crée vraiment trop de problèmes à mon sens. Donc ça, c'est aussi vraiment un gros problème que je trouve, qu'il y a des coachs. Honnêtement, si vous avez un coach qui vous parle que GTO, qui vous parle de GTO Wizard, et qui vous fait ça en fait sur des tournois à 5 balles ou 10 balles, ou des mini cash games et tout, fuyez, j'ai envie de vous dire. Il y a tellement mieux à faire. Honnêtement, c'est vraiment fuyez. J'ai envie de vous dire, c'est catastrophique en termes de poker, en tout cas pour moi, à ces niveaux-là. Vous allez vraiment gagner du temps et vous allez vraiment perdre beaucoup de temps, j'ai envie de dire. Vous allez peut-être avoir des choses théoriques qui sont OK, mais que vous allez très peu réussir à mettre en pratique et surtout, ça va créer beaucoup d'interférences. Or, vraiment, c'est un petit bonus que je vous donne pour finir avec ça, parce que je ne veux pas que la vidéo soit non plus trop longue. Allez déjà, c'est que la performance est égale à votre potentiel moins les interférences. J'ai envie de dire, le meilleur argument que je vais vous donner sur le GTO, la connerie du GTO en fait dans les basses limites, c'est que dans les basses limites, vous êtes que sur des spots multi-way. Que vous jouez en tournoi, que vous jouez en cash game, on n'est que sur des spots multi-way. Quasiment tout le temps. D'accord? Donc le GTO, il est vraiment efficace encore à l'heure aujourd'hui quand vous êtes en tête-à-tête. Donc à quoi ça sert d'aller bosser sur des trucs théoriques en fait que vous allez utiliser quasiment jamais quoi. Voilà, j'ai juste envie de dire que voilà, c'est tout. Et donc, c'est tous ces mécanismes-là au final, vous voyez, qui sont aussi importants, puisque comme je vous disais, c'est à un moment donné, il y a un travail de fond sur les mécanismes humains. Et donc comme je vous disais également, le fait de comprendre aussi son système nerveux, c'est aussi de comprendre à un moment donné en profondeur pourquoi ça bloque. Je vous donne une autre analogie par rapport à ça. Pourquoi ça bloque? C'est tout simplement le mécanicien. Quand vous allez chez le mécanicien et que vous avez un problème avec une pièce sur votre voiture et que vous la changez et puis que souvent il y a besoin de la changer, qu'elle pète très rapidement, vous allez vous poser des questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les résultats ne sont pas bons par rapport à votre mécanicien, c'est qu'il n'a pas fait le bon diagnostic. Lui, ce qu'il a vu, c'est que la pièce était morte, et il va changer la pièce, et puis voilà, il a fait son travail. Sauf que ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas regardé les problèmes qui pouvaient être sous-jacents. D'accord, si c'est un mauvais mécanicien. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une autre pièce qui fait que ça donne beaucoup plus de friction sur la pièce qui est endommagée, qui est cassée. Et du coup, si vous ne réparez pas l'autre pièce, la première pièce en tout cas, qui vraiment est problématique aussi, forcément, vous allez travailler que sur le symptôme, la première pièce qui était cassée. Mais il faut aller travailler plus en profondeur justement sur les problèmes sous-jacents. Et c'est là où je vous parlais justement du système nerveux et donc un petit peu de ces reviews de main. Si les reviews de main, vous corrigez que l'erreur, mais que vous n'allez pas comprendre pourquoi justement il ne fait pas ce bluff-là, pourquoi justement son système nerveux le bloque, pourquoi il ne se sent pas suffisamment en sécurité et que vous n'arrivez pas à lui donner justement les clés pour sécuriser son système nerveux, à ce moment-là, vous pouvez lui donner toute la correction technique du monde, c'est pas pour autant qu'il la mettra en pratique. Et il y a beaucoup de coachs qui sont un peu frustrés par rapport à ça. Et ça m'amène justement à une autre anecdote sur un autre coach que j'ai vu en fait justement qui faisait des vlogs et qui montrait justement qu'il coachait un joueur et donc ils avaient fait un coaching pendant 1 heure ou 2 justement sur des principes et ensuite donc dans la mise en pratique le joueur n'a pas mis en pratique ce qu'il lui avait dit. Et vraiment, il s'était offusqué à un moment donné, limite un peu en colère. Donc là, il fait ressentir un peu au pauvre joueur
qu'il est un peu bête, qu'il est un peu, voilà, il est pas très doué, quoi, grosso modo. C'est pas gentil. Donc peut-être que l'autre, il n'était pas déjà dans une grande assurance, et là, on l'aplatit encore un peu plus au niveau de son estime de lui. Et derrière, il le fait encore bosser un peu plus, il va faire une nuit blanche justement pour travailler encore plus, etc. Vraiment, c'est les pires choses qu'on puisse faire au niveau du cerveau, au niveau justement de l'apprentissage. Et surtout, c'est vraiment signe d'une grande incompréhension du système humain et du système d'apprentissage. Vous pouvez passer 2 heures en fait avec quelqu'un pour lui expliquer des choses. Si le gars pendant 10 ans, il a mis en pratique, il est en mode automatique en fait, enfin il a des réseaux neuronaux qui sont vraiment des autoroutes qui sont énormes, et que vous venez en fait de défraîchir un petit passage comme ça dans la cambrousse parce que il n'avait jamais compris ces principes-là, et on lui a mis juste une prise de conscience que c'était problématique, et on a commencé à lui corriger, et qu'on s'attend parce qu'on lui a expliqué en fait à ce que tout soit déjà corrigé et qu'il va mettre en pratique. C'est juste ne pas comprendre le cerveau humain. Alors c'est déjà problématique vraiment dans le sens où oui, si vraiment tu accompagnes des gens, tu dois être un petit peu au fait à la base quand même des modèles justement de compréhension et du temps que ça prend, et surtout de comment fonctionne la mémoire et de la mise en application. Des fois, ça peut se faire tout de suite si vraiment il y a une grosse charge émotionnelle et effectivement qu'on a fait un déclic et que ça peut marcher effectivement directement, mais la majeure partie du temps, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la majeure partie du temps, il va avoir besoin de refaire en fait la faute plusieurs fois pour emmagasiner suffisamment d'expérience, suffisamment de frustration par rapport au fait qu'il n'a pas mis en pratique, pour mettre un peu plus d'attention dessus, pour mettre un peu plus le focus dessus. Et puis pour grossir aussi cette autoroute neuronale. Et donc ça va être ça vraiment le travail majeur quand je vous parlais de résistance cognitive, c'est justement avoir la capacité de pouvoir inhiber un petit peu ce côté automatique, donc l'habitude qu'on a peut-être depuis plus de 10 ans quand on joue au poker, et de mettre en pratique la nouvelle donnée qu'on a eue lors du coaching. Et c'est un travail qui est difficile parce que vraiment le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours prendre le raccourci, le chemin le plus facile. Et le chemin le plus facile, entre un chemin qui vient juste d'être fait un petit peu à la serpette, ou l'autoroute neuronale qui est construite depuis X temps, le cerveau, lui, s'il ne réfléchit pas, il va aller en fait vers l'autoroute. C'est automatique, vous ne pouvez rien faire contre ça, c'est avant tout biologique, et c'est surtout votre arrière du cerveau qui parle, et puis le centre de votre cerveau, la partie limbique, au niveau des mécanismes, en fait, des comportements automatiques, des pensées automatiques et des comportements automatiques. Et donc, ça, il faut vraiment déjà le comprendre. Et une fois que vous l'avez compris, c'est ce travail-là, c'est d'avoir la capacité donc, à inhiber tout ça. Et là où c'est encore plus problématique, j'ai envie de dire, c'est que en plus, votre méconnaissance des systèmes, des mécanismes humains, comme si ce n'était pas suffisant parce que vous ne coachez pas correctement en fait, la personne par rapport à ça, en plus vous lui faites porter le poids sur son dos à lui. C'est-à-dire que votre méconnaissance vous emmène en plus à quelque part critiquer en fait le coacher, lui faire ressentir que il n'est pas suffisamment bon, qu'il est peut-être trop con pour comprendre ce qu'on vient de lui expliquer pendant 2 heures, alors que c'est le coach qui ne comprend rien et qui ne connaît pas juste ces mécanismes-là, quoi. C'est méchant ça. Donc c'est vraiment énervant, honnêtement, de voir un petit peu ces coachs, pourtant qui sont des bons joueurs. Moi je vous dis souvent, il y a des bons joueurs techniques qui sont bons en technique, mais qui ont fait un petit peu le raccourci sur la formation de l'accompagnement, des mécanismes humains, comment on coach quelqu'un. Vraiment, pour moi, c'est tout con. Et du coup, ça me permet de faire un petit peu la parenthèse au fait que je me suis absenté pendant 1 an, vous avez vu quasiment. C'est juste que moi j'ai décidé vraiment de prendre un autre chemin. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de faire du coaching, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec ma première expérience professionnelle longue, où je vous disais que j'étais formateur, qui m'apportait énormément de choses dans ma vie. Et donc le fait de revenir vers le coaching, c'est aussi retrouver ça, le pouvoir justement avoir le sentiment d'être utile, d'avoir en fait le sentiment d'accomplissement personnel qui m'a vraiment beaucoup manqué pendant longtemps. Et donc aujourd'hui, quand j'ai décidé de revenir en fait sur cette voie, je me suis tout de suite donné les moyens d'être bon là-dedans. C'est-à-dire que vraiment de me former. Et le premier truc que j'ai fait, c'est-à-dire que le coaching déjà, je me disais, ok, moi je suis formateur. Donc je comprends déjà les mécanismes de mémorisation, qu'il faut réviser, etc., qu'il faut des supports, tout ça, c'est des choses que je maîtrisais déjà. Mais je me suis dit, il y a quand même des choses qui sont différentes. Et la réalité, tu vois, qu'est-ce qu'est vraiment le coaching? Et du coup, je me suis tout de suite formé. C'est-à-dire que j'ai pris tout de suite une formation donc là, je suis coach certifié. Donc j'ai fait une certification professionnelle de coach. Et j'ai été apprendre le boulot. Est-ce que c'est vraiment le truc qui fait de moi en fait un super coach et tout? Non, pas forcément. Mais il y a plein de choses
qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont permis de comprendre les mécanismes. D'accord ? Derrière, je trouvais que ce n'était pas encore suffisant. C'est-à-dire que je voulais apprendre encore plus sur le mental, sur aider les gens justement, parce que j'ai tout de suite compris aussi qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. D'accord ? C'est-à-dire que ce que je vous dis par exemple sur le système nerveux, je vous dis sincèrement, au tout début quand je commençais à coacher, je ne comprenais pas ces mécanismes-là. Moi-même, je me posais la question, mais pourquoi en fait il ne comprend pas que il faut être agressif, c'est pourtant tout con, parce que je me voyais avec mes lunettes à moi, mes lunettes avec un système nerveux de combattant. Et je pouvais pas, j'arrivais pas à faire preuve d'empathie justement et de comprendre que lui, il travaillait pas avec le même système nerveux que moi. Et donc il a fallu aussi passer par des systèmes de compréhension, travailler avec des psychologues. Donc là je travaille avec un docteur en psychologie, avec une psychologue spécialisée en neurosciences. Donc pendant plus d'1 an, j'ai travaillé avec eux. Je travaille maintenant aussi avec un autre thérapeute justement spécialisé également en neurosciences, ancien sportif de haut niveau, qui m'aide aussi beaucoup justement sur les trucs. C'est un peu, voilà, là il me permet de voir en fait d'autres angles également qui sont hyper intéressants. Et c'est un peu tout ça vraiment que j'ai décidé d'aller travailler. Et donc comme vous le savez aussi, j'ai préparé une formation donc là cette année. Donc là je viens juste de la terminer et ça demandait beaucoup trop de travail. C'est-à-dire que faire les vidéos, faire les supports, j'ai eu aussi pas mal de coaching. C'était un peu la crainte au départ. Hein. Quand je vous dis j'ai arrêté un petit peu la chaîne YouTube. Ma crainte principale, c'était de perdre en fait de la clientèle et de me dire si je perds ma visibilité, ça va être problématique. Mais à un moment donné, je ne pouvais pas tout faire non plus. C'est-à-dire que toutes les casquettes, vous voyez, c'est être joueur de poker, faire de la formation, faire du marketing, coacher, faire du montage. C'était trop. Et à un moment donné, je sentais bien que je commençais à être moyen un petit peu sur toutes les sphères. Et donc, plutôt que me dire, ok, même si j'ai pas beaucoup de clients, de toute façon, les premières années, je m'en fous. Je veux tester déjà mes méthodes, voir si effectivement ça fonctionne et que ça marche bien. Et surtout, je veux être sûr des méthodes que j'emploie. Je veux vraiment voir que ça fonctionne et je veux pas commencer à avoir 200, 300 clients et puis me dire après, en fait, ok, on s'est planté, on a fait beaucoup d'erreurs, etc. Parce que je suis pas passé par la phase formation avant. C'est pas gentil de nous prendre pour des cons. Je trouve que c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile de dire les gars, on s'est un peu trompé, on a fait un peu n'importe quoi, on a fait le machin. Forme-toi. À un moment donné, pour moi, c'est tellement logique de se dire ok, je vais en fait prendre de l'argent à des gens, je vais en fait leur faire payer en plus un certain prix. C'est aussi de respecter en fait la clientèle, de se former en fait déjà en amont et de valoir le prix que l'on propose. C'est vraiment la base de chez base. Et pour moi, tout ça, c'est ces comportements justement un petit peu de beaucoup de coachs qui passent pas par la phase formation et qui pensent qu'être un joueur de poker, c'est suffisant pour être un bon accompagnant dans la vie, dans les mécanismes humains. Non, c'est pas suffisant et ça m'énerve. Pour moi, c'est un peu trop facile de dire après, ok, mea culpa, on s'est trompé. Alors même si l'erreur, honnêtement, c'est pas parce que non plus tu t'es formé que tu vas jamais faire d'erreur. Moi j'ai fait aussi des erreurs, etc. Donc c'est là où je veux pas non plus tirer sur le truc. C'est normal quand on est accompagnant, c'est pas facile non plus. C'est un métier qui est très difficile d'accompagner les gens, d'essayer de trouver des solutions, tout ça. Voilà, donc c'est aussi ça. Mais aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo aussi, c'est aussi pour dire aux autres, hein, tout simplement, aux autres coachs, formez-vous. C'est-à-dire que au final, c'est tellement simple. Ça va vous prendre quoi ? 1 an et demi, voire 2 ans de votre vie. D'accord ? Vous allez peut-être faire un peu moins de coaching, vous allez peut-être rentrer un peu moins d'argent au début. Et voyez, à un moment donné, je pense aussi que quand vous commencez à être sérieux et que vous commencez à être bon dans ce que vous faites, le travail, il paye. C'est-à-dire que là, je vous disais que c'était un peu ma crainte de perdre ma visibilité et de me dire, je vais perdre tous mes clients. Ça n'a pas été du tout le cas. C'est-à-dire que honnêtement, là, cette année, c'est aussi ce qui est un peu incroyable, c'est que j'ai fait ma meilleure année de coaching. C'est-à-dire que j'étais complètement en dehors de YouTube et pourtant j'ai fait ma meilleure année de coaching. Pourquoi ? Parce que tout simplement déjà tous mes clients, de toute façon 80% de mes clients, dès qu'ils me prennent une prestation, ils m'en prennent forcément une seconde. Tout le temps. 80%. J'ai regardé un petit peu les chiffres, c'est 80% de mes clients, dès qu'ils me prennent une prestation, m'en prennent une seconde derrière. Tout le temps. 80%, c'est pas tout le temps, 100% c'est tout le temps. Le mec, je suis un peu marseillais. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pareil, cette clientèle qui est contente de mon travail va faire il y a aussi le bouche à oreille. C'est-à-dire que on dit aujourd'hui les réseaux, le bouche à oreille, c'est l'ancien. Non, ça fonctionne toujours. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de donner comme message un petit peu à tous les coachs. Peut-être que tu galères un peu, tu commences à faire des choses. Forme-toi au mécanisme d'accompagnement. Juste, ne serait-ce, tu as envie d'être coach, forme-toi juste au coaching déjà à la base. Ne serait-ce que le coaching. Voir un petit peu justement qu'est-ce que le coaching exactement et voir un petit peu ce que c'est. Vraiment un petit peu les mécanismes humains, justement la compréhension, le minima de psychologie dont tu as besoin.
selon les formations, ça sera peut-être pas suffisant. Tu peux aller voir d'autres choses encore à côté. Moi, j'ai travaillé aussi sur l'aspect mental parce que à côté, ça m'apporte aussi beaucoup de choses justement de compréhension sur toutes les émotions et tout ça. Et au poker, eh ben, c'est un nid à émotions. Donc à partir de là, ben, effectivement, c'est hyper intéressant d'avoir un bagage technique, en tout cas un bagage théorique sur tout ça pour pouvoir justement voir un petit peu justement ce que la personne vit en face et pouvoir justement apporter des solutions à ça. Lui expliquer un petit peu les mécanismes, lui donner un petit peu d'informations à tout ça et lui donner des outils théoriques, enfin techniques plutôt, des outils techniques vraiment pour mettre en place des entraînements et donc pas rester sur ces problématiques-là. Voilà donc pour mon opinion pour ça, en tout cas ma perception. Je ne vous dis pas que je tiens la vérité, hein, loin de là. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vraiment je me plante et que j'ai pas la bonne perception et qui demandent justement à être retravaillées. En tout cas, c'est celle que j'ai actuellement. Donc c'est aussi pour ça que je vous ouvre justement les commentaires pour donner un petit peu vos opinions et ça m'intéresse de voir comment vous pensez. Maintenant, il faut que ça soit constructif aussi. Hein. Le but, c'est vraiment de partager. Si c'est en fait dire des conneries pour dire des conneries ou des insultes ou je sais pas quoi, je ne vais pas y faire attention. D'ailleurs, je les bouge, hein, tout ce qui n'est pas correct, de la manière dont c'est dit, etc. Maintenant, je le dégage. Avant, je ne le faisais pas. Je l'ai fait pour 2 personnes jusqu'à présent sur la chaîne et sur ma page Facebook. Il y a 2 personnes vraiment que j'ai coupées parce que personne nocive. Mais voilà, en général, sinon je laisse tout le monde s'exprimer, je réponds même quand les gens sont pas d'accord avec moi. Dans les semaines qui vont venir, je vais vous donner aussi plus de contenu. Je reviens pas non plus par hasard hein, sur YouTube. Je relance ma formation cette année donc sur le coaching mental. Ça commence le 9 février. Je vais pas vous donner plus d'infos. La formation elle est suffisamment longue. Je vous donnerai en fait là dans la prochaine semaine justement un lien sur lequel vous pourrez avoir plus d'informations. Je vais vous donner aussi un module gratuit pour que vous puissiez mieux comprendre justement ce dont on parle. Puis je vous ferai également une offre sur cette formation. Vous aurez accès sur les 3 premiers modules pour 40 €. Vous allez voir, c'est rien du tout les 40 €, surtout quand vous allez voir un petit peu tout ce que vous allez apprendre. Il y a la Villa Coaching aussi qui arrive. Donc là, la villa est louée. On est parti sur du 4 avril au 4 mai. Donc si vous êtes intéressé aussi de venir à Vegas, n'hésitez pas aussi à me contacter. Donc là, c'est dans un petit peu moins de 3 mois maintenant. Donc je vais aussi communiquer un peu plus sur les réseaux par rapport à ça. Donc voilà, j'ai ces offres-là. Il y a aussi ma formation technique hein, qui est en format masterclass maintenant à 650 € vraiment sur tout l'aspect technique avec les ranges, avec en fait tout ce qu'il y a à savoir sur le profiling. Je ne connais pas de formation. J'ai fait beaucoup de formations techniques, que ce soit américaine, que ce soit française. J'ai jamais vu une formation comme celle-là au niveau du profiling. On va vraiment très loin dans le profiling et ça vous permet de travailler sur 11 critères plutôt que les 2 critères habituels, un petit peu la sélection des mains et le niveau d'agressivité hein, qui est vraiment le truc global, c'est 2 critères. Moi je travaille sur 11 critères, donc ça c'est pareil, ça vous donne aussi, c'est plus axé pour le live hein, quand même. Je tiens à le préciser. Vous avez vu également que le décor a changé, que je vais essayer d'apporter une touche un peu plus professionnelle aux vidéos YouTube, parce que on va pas se mentir, mais ma chaîne YouTube n'est pas une franche réussite en termes de vues, etc. L'année dernière, j'ai arrêté aussi pour ces raisons-là. Je trouvais que c'était beaucoup de travail et puis je commençais à faire de moins en moins de vues. Et je trouvais que ça pénalisait aussi tout le travail qu'il y avait de fond, parce qu'il y avait aussi un amalgame qui commençait à se faire entre ma qualité de YouTuber et ma qualité de coach. Et pour moi, c'était pas possible d'accepter ça. Donc du coup, je me suis dit, il vaut mieux arrêter YouTube et continuer à travailler de ton plan et puis voilà, faire un petit peu, continuer à bien travailler sur ce plan-là. Et puis derrière, tu reviendras quand tu décideras, ou tu auras au moins le temps de te consacrer vraiment de manière un peu plus spécifique à YouTube. Et donc là, on commence à arriver sur ce temps-là. Donc là, j'ai décidé de me professionnaliser un peu plus sur YouTube. Donc j'ai pris une formation aussi avec pour les vidéos, pour monter les vidéos, etc., pour faire du travail un peu plus professionnel. Je n'ai pas commencé la formation, ça ne va pas être non plus là les prochaines vidéos le prochain mois, parce qu'il y a trop de travail à faire justement pour mon lancement. Mais voilà, au cours de l'année, c'est quelque chose que je vais faire, et donc vous verrez normalement un petit peu d'amélioration justement par rapport à mes vidéos au fur et à mesure. C'est pas pour autant que je vais faire que des vidéos qui sont léchés au niveau voilà, du visuel, etc. Je vais faire aussi des vidéos des fois un petit peu juste vite fait comme ça, un petit peu en mode vlog pour vous parler d'un concept et quelque chose des choses très simples aussi pour faire un petit peu aussi de la quantité, donc être dans le quantitatif mais aussi être dans le qualitatif et voilà, essayer de sortir quand même de temps en temps des vidéos qualitatives qui vous apportent un maximum de valeur. J'espère que celle-ci en tout cas vous en a apporté et donc je vous dis à bientôt parce que là c'est sûr j'ai encore beaucoup de choses à vous dire lors des prochaines semaines en tout cas. Voilà, prenez soin de vous puis à bientôt. Ciao ciao.